Professeur Jean-François Seitz, alors vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital de la Timone et puis vous êtes le vice-président du Centre régional de dépistage des cancers. Alors pendant ces mois de mars et d'avril, vous sensibilisez nos concitoyens à faire le dépistage du cancer colorectal. Alors ce cancer, c'est l'un des plus meurtriers puisque 17 500 Français y succombent chaque année. Pourquoi est-il si redoutable ? Eh bien, c'est un cancer qui... c'est la deuxième cause de décès par cancer en France, plus de 17 000 morts, mais ces morts se répartissent à peu près également sur les deux sexes. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui en meurent, contrairement aux idées reçues. Et le fait qu'il soit dilué comme ça sur les deux sexes fait que on n'y porte pas cas. On est beaucoup plus mobilisé contre le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose ou le cancer de la prostate qui commence à mobiliser pas mal. Pourquoi ce cancer est si meurtrier ? Parce que en fait, si on ne le dépiste pas, il va grossir lentement au début, au niveau de la paroi intestinale, mais il faut du temps pour qu'il provoque des symptômes comme de la constipation, de la diarrhée ou des saignements visibles dans les selles. Et ensuite, de fil en aiguille, les cellules cancéreuses qui se sont développées dans la paroi de l'intestin, du côlon, peuvent migrer vers les ganglions. D'abord, les ganglions lymphatiques qui les arrêtent et qu'on peut enlever chirurgicalement, mais après, vers des viscères, vers le foie, qui est le premier filtre sur le circuit veineux de retour, et ensuite passer le filtre hépatique, aller dans les poumons, dans les os, etc. Donc, au stade de métastase, c'est un cancer qui est grave, même si des progrès ont été majeurs, et c'est tout l'intérêt de dépister des lésions précoces, et même grâce au dépistage, d'éviter le cancer, puisque ce test de dépistage dont on va parler détecte surtout les polypes, les lésions précancéreuses, que les gastro-entérologues savent facilement enlever au cours d'une coloscopie pour empêcher l'apparition du cancer. Alors on va y venir effectivement au dépistage dans quelques instants. Qu'est-ce qui provoque un tel cancer ? Est-ce qu'on en connaît les raisons ? Eh bien, il y a bien sûr plein de raisons. Il y a des raisons génétiques, il y a quelques maladies génétiques rares, comme dans le cancer du sein d'ailleurs. Certaines artistes américaines ont fait connaître ces formes de cancer du sein héréditaire. C'est pareil pour le cancer du côlon. Il y a le syndrome de Lynch où la moitié des descendants sont atteints, mais ça maintenant on sait l'identifier. Il y a une prise en charge avec une consultation de génétique qui est particulière. Mais pour 80% des cas, ce sont des cancers sporadiques, comme on dit, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'influence familiale. Et là, c'est notre environnement qui joue. En gros, ce que l'on sait actuellement, c'est que l'alimentation joue un rôle important, puisque, par exemple, les fibres alimentaires qui accélèrent le transit vont réduire le temps de contact entre les cancérogènes que nous avons dans notre tube digestif et la paroi intestinale. L'activité physique qui, elle aussi, accélère un petit peu le transit, contrairement à la sédentarité qui amène plutôt à la constipation. Et donc, les façons de réduire son risque de cancer, c'est effectivement d'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits. On le dit beaucoup maintenant, 5 légumes et 5 fruits par jour, à manger peu de viande et peu de charcuterie. On sait que la viande, ça a été mis en lumière par une femme politique récemment, qui parlait du barbecue. C'est vrai que la viande rouge augmente le risque de cancer du côlon, que la viande trop grillée augmente aussi le risque de cancer du côlon. Donc on peut en manger quand même un petit peu ? On peut en manger un petit peu, mais il faut réduire ses consommations. Et de même les consommations de charcuterie, ça il faut faire attention aux nitrites qui sont présents dans les charcuteries. Donc peu de viande, un petit peu mais peu, et c'est la tendance quand même, on a tendance à moins consommer de viande. Des légumes et des fruits, de l'activité physique, tout ça, ça lutte contre le surpoids et l'obésité qui est un facteur de risque.
Bien sûr, ne pas fumer, parce que le tabac augmente aussi le risque de cancer du côlon, curieusement, mais c'est une réalité. L'alcool également, dans une faible proportion. Bien sûr que on risque beaucoup plus un cancer du poumon si on est un gros fumeur, ou une maladie du foie si on est consommateur d'alcool excessif, mais ça augmente aussi le risque de cancer du côlon. Vers quel âge ce cancer survient-il en général? Et puis quels signes doivent alerter? Vous en avez dit un petit mot Oui. tout à l'heure. Alors, ce cancer est très rare avant 50 ans, heureusement. Il n'y a que 5% des cas qui se développent avant 50 ans. À partir de 50 ans, le risque double à chaque décennie. L'âge moyen de ce cancer, c'est 72 à 75 ans selon le sexe. Donc c'est un cancer plutôt du sujet âgé, on va dire, comme beaucoup de cancers. La raison pour laquelle le dépistage organisé commence à 50 ans, c'est justement sa rareté avant 50 ans. Ça s'arrête à 74, ça c'est un peu plus étonnant parce que maintenant ça repose sur des études qui sont anciennes, alors que maintenant, depuis ces études, notre espérance de vie a augmenté d'au moins 10 ans, donc cette borne d'âge devrait être revisitée. Aux États-Unis, le dépistage commence à 45 ans, parce qu'ils ont nommé, alors ils sont toujours un peu en avance sur nous, hein, parce que parfois on les imite aussi dans leur mauvais côté. On n'a pas noté en Europe et en France d'augmentation pour l'instant des cas de cancer chez les jeunes entre 45 et 50 ans, mais aux États-Unis ça a été observé, et le début du dépistage a été avancé. Hors dépistage, les signes qui doivent alerter, ce sont des modifications récentes du transit intestinal, une constipation récente et qui dure un petit peu, hein, si on est constipé un jour, c'est pas grave, mais ou une accélération du transit, une diarrhée, ou l'alternance des deux, les saignements, avoir du sang dans les selles, ça n'est pas normal, il ne faut pas se dire c'est sûrement des hémorroïdes, je ne fais rien, il faut consulter. Les douleurs abdominales peuvent être aussi un indice. Et à un stade de plus, passer ces symptômes d'alerte, ça peut être l'occlusion intestinale qui révèle la maladie. C'est le cas dans 10% des cas. Et puis dans des cas plus sérieux, plus sévères, ce sont des manifestations liées par exemple à des métastases hépatiques, une baisse de l'état général, une fatigue profonde, des douleurs du foie, des choses comme ça. Si mon père ou ma mère a eu un tel cancer, à un âge éventuellement un peu avancé, est-ce que je dois être particulièrement prudent et me faire dépister? Alors, le fait d'avoir des antécédents de cancer du côlon dans sa famille, ou de polype du côlon aussi, parce que maintenant on le prend en compte, amène plutôt à faire une coloscopie d'emblée, plutôt que de passer par le test sur les selles, le test de recherche de sang microscopique dans les selles, qui est un test immunologique depuis 2015 en France, et qui, lorsqu'il est positif, amène à la coloscopie. Donc, actuellement, on considère qu'avoir un cas au premier degré, c'est-à-dire un de vos parents, par exemple, qui aurait eu un cancer du côlon avant 65 ans, augmente le risque d'avoir soi-même ce type de problème. On considère que le risque est doublé, et c'est pour ça qu'on demande plutôt de faire une coloscopie. Alors après, si c'est l'arrière-grand-mère qui a eu à 90 ans un cancer du côlon, ça n'a aucun poids. Donc on peut rester dans les recommandations de faire un test sur les selles tous les 2 ans à partir de 50 ans. Une fois la maladie confirmée, comment se passe la prise en charge médicale? Alors, le diagnostic de cancer du côlon se fait au cours d'une coloscopie, sauf dans les cas particuliers d'une occlusion intestinale, où là, on fait un scanner, on voit une tumeur au scanner et on opère parce qu'il y a urgence pour lever l'occlusion. Mais dans 90% des cas, on fait une coloscopie, soit parce qu'il y a un FIT positif, mais parce qu'il y a des symptômes, et on va identifier la tumeur, on va faire une biopsie sur cette tumeur qui donnera le diagnostic formel de cancer du côlon, et ensuite on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire généralement actuellement c'est un scanner thoraco-abdominopelvien qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas déjà des localisations secondaires au niveau du foie, au niveau des poumons ou ailleurs. Et il y a le cas particulier du cancer du rectum. Donc le rectum, c'est la première, je dirais la première portion du côlon, la plus basse, au-delà de l'anus, au-delà du canal anal. Donc il y a cette ampoule rectale
où les cancers peuvent donner des signes particuliers de type faux besoin, notamment faux besoin d'aller à la selle. Et là, on fera des examens avec une IRM de la tumeur pour notamment mieux voir son extension et sa distance par rapport à la marge anale pour deux choses. D'une part, savoir s'il faut, en cas d'extension locale, faire une radiothérapie préopératoire, qui est une radiochimiothérapie, avec une chimiothérapie orale qui améliore l'effet des rayons. Ce traitement est très efficace pour réduire le risque de rechute locale. Et puis, on regardera aussi la distance par rapport à l'anus. Les possibilités de conservation sphinctérienne ont considérablement évolué et l'amputation, comme on faisait autrefois, est devenue un traitement très rarement utilisé. C'est quasiment que s'il y a envahissement de l'anus qu'on est obligé de l'enlever. Alors on a donc, vous le dites, plusieurs possibilités d'intervention, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie évidemment. Quelles sont les chances de survie quand on a un tel cancer? Eh bien, on a fait d'énormes progrès. Il y a 15 ans, c'était 50% seulement de patients qui étaient guéris. Aujourd'hui, on est à 63% de guérison à 5 ans. On parle bien de guérison. Oui, mais ce sont des guérisons, c'est encore trop peu, hein, puisque ça veut dire que près de 4 patients sur 10 décèdent dans les 5 premières années. Et ce sont surtout les stades avancés, les stades 4 avec métastase, que l'on arrive maintenant à guérir de plus en plus souvent, mais il y a encore beaucoup d'échecs, bien sûr, hein, puisque c'est beaucoup plus compliqué, et puis c'est très coûteux pour les patients au niveau du coût humain, des traitements qui sont lourds. Hein, voilà. Donc si on reprend un petit peu, ces traitements, ils sont très divers, parce que ça peut aller d'une simple ablation endoscopique au cours d'une coloscopie. Le gastro-entérologue, par exemple, pour un FIT, un test positif, un test immunologique sur les selles positifs, fait une coloscopie. Il va trouver un polype qui va avoir la taille d'une cerise ou un peu plus gros. Il l'enlève. Ce polype va être analysé. Dans certains cas, il y a déjà des cellules cancéreuses en surface, des cancers superficiels, qui sont guéris déjà par l'ablation endoscopique. Si ce polype a envahi l'intérieur de l'axe du polype ou la paroi, là, on devra faire un traitement chirurgical, comme on le fait quand les cancers sont invasifs. On devra enlever un segment d'intestin, le côlon gauche si le cancer est à gauche, le côlon droit s'il est à droite. Enfin, il y a des petites nuances, bien sûr. Et là, le chirurgien fait une résection du segment atteint avec des marges, et il enlève tous les ganglions de drainage. Et ensuite, c'est l'examen de ces ganglions de drainage qui va indiquer une chimiothérapie post-opératoire. Quand j'étais interne, on ne faisait jamais de chimiothérapie dans les cancers du côlon. Il n'y avait pas de traitement encore jugé efficace. L'étude qu'on a fait en France, que j'ai coordonnée et qu'on a poulée avec une étude canadienne et italienne, a montré qu'on évitait la moitié des rechutes en faisant 6 mois de chimiothérapie post-opératoire avec du 5-FU. Donc ça a été une première avancée majeure, et maintenant cette chimiothérapie reste indiquée en cas de ganglion positif, mais dans certains cas elle a été réduite à 3 mois de durée en faisant 2 médicaments, et là on a une très bonne efficacité. Après, à un stade de plus, dans les stades 4, quand il y a un envahissement du foie, par exemple, des viscères, là il y a 2 situations. Il y a des situations où la maladie est résécale, on peut enlever des métastases du foie, et il y a des chirurgies qui ont fait énormément de progrès pour faire des résections hépatiques, et parfois c'est la chimiothérapie première qui rend ces résections faisables, qui sont faites dans un second temps. Donc on a de plus en plus de patients au stade 4 que l'on arrive à guérir, mais malheureusement il y a aussi des formes incurables parce que trop avancées qui envahissent de nombreux organes. Et là, les progrès des traitements ont permis d'empêcher ou de retarder l'apparition des symptômes liés à la maladie, d'allonger l'espérance de vie. Il y a même des formes maintenant, grâce à l'immunothérapie, qui concernent certains sous-groupes de tumeurs,
où l'immunothérapie, même dans des formes totalement disséminées, diffuses, permet d'effacer la maladie. Alors l'objectif, professeur Seitz, c'est évidemment d'essayer de ne pas en arriver à un stade aussi avancé, le stade 4 le plus redoutable, et on peut peut-être y arriver grâce au dépistage. Alors, qui peut bénéficier de ce dépistage, à partir de quel âge, et est-il vraiment efficace dans 100% des cas? Alors, le dépistage est proposé donc par les centres régionaux de dépistage des cancers et l'assurance maladie à partir de 50 ans chez les hommes et les femmes qui sont invités par les centres de dépistage à faire ce test entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. On reçoit une lettre à la maison. On reçoit une lettre à la maison, et à partir de là, avec cette lettre, il faut aller consulter son médecin traitant, son médecin généraliste, qui va vous remettre le test, après avoir vérifié par un rapide interrogatoire médical que vous n'entrez pas dans un groupe à haut risque ou à très haut risque de cancer, du fait de vos antécédents familiaux, qui justifieraient de faire directement une coloscopie. Donc la coloscopie est conseillée directement pour 20% à peu près des assurés de cette tranche d'âge, et pour les autres, dans 80% des cas, le médecin remet le test, et le test est fait. Il sera positif dans 4% des cas, et là bien sûr il est impératif de faire une coloscopie, parce que la positivité du test dit qu'on a trouvé des traces de sang microscopiques dans les selles, donc il y a probablement quelque chose qui saigne, et là on va trouver, le gastro-entérologue qui fait la coloscopie, une fois sur deux trouve un polype, un adénome, qu'il enlève pour éviter un cancer ultérieur. Et dans 7% des cas, on va trouver un cancer qui est le plus souvent à un stade très débutant, stade 0 in situ, superficiel ou 1, alors que hors dépistage, on n'a que 25% de stade 0 ou 1 dans la vie courante, quoi, hein. Donc c'est colossal comme bénéfice. Et vous disiez, est-ce que c'est efficace dans 100% des cas? Il n'y a pas de 100% des cas. Même la coloscopie, quand vous faites une coloscopie, le gastro-entérologue peut louper une lésion, ça arrive, et d'ailleurs les gastro-entérologues sont notés, si je puis dire, par le pourcentage de polypes, le taux de détection des polypes, le taux de détection des adénomes. Donc il n'y a pas une égalité parfaite de tous les praticiens, il y a le niveau de formation qui intervient, etc. Donc voilà. Et le test, c'est pareil, il n'y a pas 100% de résultats positifs. Par contre, le test, il est refait tous les 2 ans. Donc c'est très important de le refaire régulièrement, parce qu'on va rattraper des faux négatifs en refaisant le test 2 ans après. Alors ça, professeur Seitz, c'est un monde idéal. La réalité, c'est que seule une personne sur 3 de plus de 50 ans réalise ce test. Vous dites souvent que si tous les Français entre 50 ans et 74 ans se pliaient à ce test, on pourrait sauver plus de 10 000 vies par an. 10 000 vies par an, c'est considérable. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, oui, c'est très étonnant, parce que nos voisins européens ont des taux de participation qui sont bien meilleurs. Les objectifs de l'Union européenne sur le dépistage du cancer du côlon, c'était qu'il y ait 45% de participation au minimum, pour un objectif, si possible, de 65%. Il y a à peu près que les Pays-Bas qui ont atteint cet objectif de plus de 65%. Ils sont à 72% de participation. Mais par exemple, l'Italie du Nord, 48%, je crois, de participation. Donc voilà, on est les derniers de la classe. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs pour la vaccination HPV, hein. On a une couverture vaccinale qui est une des plus faibles au monde, comme s'il y avait une réticence à faire de la prévention dans notre pays. C'est très étonnant. Mais, alors, élément encourageant quand même, cette crise sanitaire du Covid, là, en 2020-2021, qui a été quelque chose de terrible, eh bien, pendant cette crise, on a assisté à une augmentation de la participation au test de dépistage, qui est monté de 5... On est revenu, on était à un taux très bas, hein, on était à moins de 30%, on avait chuté à moins de 30%. On est revenu à des taux qui sont repassés, qui sont autour de 35%. Il y a d'ailleurs eu un sondage, je crois, de la Sofres qui disait que
7 Français sur 10 feraient plus attention à leur santé du fait de la crise sanitaire. C'est un sondage qui avait été fait en 2020. Donc il semble que ce soit vrai. Les Français se sont mieux dépistés pendant cette période. Et puis alors une chose, professeur Seitz, qui est quand même assez nouvelle, c'est que ce test, parfois c'est un peu difficile de se le procurer chez son médecin parce que en fonction de l'endroit où on habite, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin généraliste, mais on peut désormais se le procurer dans certaines pharmacies et sur Internet. Absolument. Alors ça, ce sont les 2 nouveautés de 2022 qui ont été mises en œuvre suite finalement aux orientations de la stratégie décennale qu'avait présentée le président Macron en 2021, améliorer l'accès au test. Donc le test peut être commandé sur Internet, à condition d'avoir son numéro d'invitation qui est sur la lettre d'invitation. Si vous n'avez pas ce numéro, ça ne marche pas. Mais sinon, ça marche très bien, on le reçoit en 15 jours, 3 semaines à la maison. Et les officines, les pharmaciens, maintenant, sont entrés dans le dispositif. Il y a, en région Sud PACA, les pharmaciens doivent faire une formation par e-learning qui est dispensée par les centres de dépistage des cancers. Il y a actuellement un peu plus de 50% des pharmaciens en région Sud, PACA, qui ont fait cette formation et qui sont donc aptes à délivrer le test de la même façon que le fait le généraliste, après un interrogatoire médical succinct mais pertinent pour savoir si vous devez faire le test ou plutôt aller directement voir un gastroentérologue pour faire une coloscopie. Une dernière question, professeur Seitz, elle va porter sur les conseils. Vous affirmez encore que la moitié des cancers du côlon sont évitables en agissant sur notre mode de vie. C'est extraordinaire, ça. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour limiter mon risque de cancer colorectal au quotidien? Eh oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des cancers très évitables et des cancers quasiment pas évitables. Par exemple, le cancer du poumon, c'est sûr que si vous ne fumez pas, vous avez un risque qui est divisé par 10 d'avoir un cancer du poumon. Il n'est pas à 0, mais il est très proche de 0. Le cancer de la prostate, il n'y a pas vraiment de moyen de l'éviter, quoi. Voilà. Et puis, globalement, on va dire que 40% des cancers sont évitables en France. Donc ça ferait à peu près plus de 150 000 cancers qu'on pourrait théoriquement éviter. Pour le cancer du côlon, c'est la moitié. Donc il y a 43 000 nouveaux cas en France. Donc il y a plus de 20 000 cas qui pourraient être évités en adaptant son hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire avoir de l'activité physique, avoir une nutrition, une diététique adaptée, qui privilégie les fruits et les légumes et avec des quantités les plus faibles possibles de viande et de charcuterie, s'abstenir de fumer et ne pas boire d'alcool ou boire modérément. Les recommandations actuelles, vous savez que c'est pas plus de 2 verres par jour, 5 jours par semaine seulement. Voilà. En agissant, en se comportant comme cela, on évite à peu près 20 000 cas par an. Bon, c'est théorique parce qu'après il faut passer à l'acte, il faut le faire. Mais disons que ce qui malgré tout m'inquiète, c'est que on observe depuis ces 10 dernières années une épidémie de surpoids et d'obésité. Donc, et la France n'y échappe pas. Aux États-Unis, c'est bien pire, mais il y a quand même une augmentation. Je crois qu'on est passé de quelque chose comme 7 ou 8% à 17% de personnes en surpoids ou obèses en France. Donc c'est considérable. Et ce qui est terrible, c'est que la crise Covid, elle n'a pas eu un effet positif. C'est-à-dire qu'on pantoufle, on reste chez soi. C'est le sacre des pantoufles qu'a écrit Pascal Bruckner. On regarde Netflix plutôt que de sortir pour aller au cinéma. Donc on prend un peu d'embonpoint, on fait moins d'activité physique et ça c'est pas bon. Donc espérons que ça n'aura pas trop de conséquences négatives.